Bonjour, je suis ravi de lancer une nouvelle session over the Skype avec aujourd'hui pour inviter Monsieur Bruno Barbier qui est le président de Imprix France. Imprix France qui est l'un des groupements des imprimeries en France, l'un des groupements les plus importants. Je vais commencer tout de suite. Bonjour Monsieur Bruno Barbier. Bonjour Yves. Bruno, je voudrais tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur vous et sur votre groupe Imprix France? D'abord sur vous, Bruno. Sur moi, que dire? J'ai commencé par des études d'expertise comptable où j'ai exercé ce métier-là pendant 10 ans dans quelques cabinets. Et puis, par la suite, j'ai mené un MBA et je suis rentré dans l'imprimerie dans les années 2000, puisque l'imprimerie des Bouloisil était un de mes clients. Puis, nous nous sommes associés et le groupe Génome, enfin l'imprimerie en tout cas, est rentré au sein du groupement Imprix France en 2004. Donc, je suis marié, j'ai 52 ans, 2 enfants. Et je vis en région parisienne. C'est parfait. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Imprix France, donc ce regroupement, son chiffre d'affaires, son volume d'achat, les grandes lignes d'Imprix France? Alors, Imprix France, c'est aujourd'hui 68 actionnaires et clients, puisque je considère que l'ensemble des entreprises qui forment le groupement sont à la fois des clients et aussi des actionnaires. On représente, je pense, autour de 15% du marché au niveau des achats. Le chiffre d'affaires cumulé est de 400 millions. Il y a à peu près 2400 salariés. Si on dresse un profil des imprimeurs au sein du groupement, c'est essentiellement des sociétés entre 20 et 30 personnes avec un chiffre d'affaires médian de 4 millions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En termes de technologie, on a de l'offset, du numérique, on a aussi un peu de sérigraphie, et puis on est sur les métiers du packaging, de l'étiquette, quelques pure players, et après c'est de la PLV. Justement, hein, j'ai regardé des adhérents au sein d'Imprix France. Les profils sont très différents, hein, et les secteurs d'activité sont également variés. Pouvez-vous me dire quelques mots sur comment se fait le recrutement justement de ces adhérents auprès d'Imprix France? Alors, je dirais qu'on a 2 critères essentiels. C'est d'abord le dirigeant, son éthique, ses motivations et sa capacité à jouer collectif. Ensuite, on a une deuxième approche qui est plus liée à l'entreprise. Et là, je dirais qu'il y a 3 critères qui, pour moi, sont essentiels. D'abord, la santé financière des entreprises. N'intègre le groupement que les sociétés qui présentent une santé financière satisfaisante, que ce soit en termes de marge nette ou que ce soit en termes de capitaux propres ou endettement. Donc, on regarde cet aspect-là. Ensuite, l'une des raisons essentielles de l'adhésion, c'est l'absence de concurrence frontale avec des sociétaires existants. L'un des principes qui a conduit Imprix France aujourd'hui depuis de nombreuses années, c'est l'absence de concurrence au sein des actionnaires ou des clients. D'accord. De manière justement à veiller à cette cohésion et cette communauté, cette forte communauté. Et puis, je dirais qu'au-delà de la santé financière et l'absence de concurrence, c'est la diversité. On est longtemps resté sur les entreprises imprimeurs première langue, et aujourd'hui, on souhaite de la diversité, on souhaite élargir un peu le spectre qui aujourd'hui rassemble
les entreprises des arts graphiques. Y compris dans la presse industrielle, par exemple. Faudra voir, oui, pourquoi pas. Et puis après, ce qu'on regarde aussi, c'est quelle valeur ajoutée un Prix France peut avoir pour de futurs clients actionnaires. Oui. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt, enfin, sur des sociétés très importantes ou très structurées, la valeur ajoutée d'un Prix France sera très limitée. Est-ce que justement l'ensemble des adhérents d'un Prix France sont implantés en France ou vous avez également des imprimeries ou des adhérents en dehors de l'Hexagone? Non, on est exclusivement implanté en France. D'accord. Une autre de mes questions, c'est pouvez-vous nous dresser un bref bilan des dernières actions d'un Prix France? Et j'ai vu notamment à la mise en ligne de votre nouveau site web, qui est avec l'enregistrement et la diffusion sur notre plateforme, je mettrai également le lien. Un très beau site, bravo Bruno Barbier. Et aussi les actions en cours au sein d'un Prix France. D'abord, la mise à jour de votre nouveau site Internet. Oui, on a décidé l'année dernière de mettre à jour cet outil de communication et c'est aussi un outil de prospection. Donc, l'objectif premier de ce site, c'est de générer du lead. Donc, à travers ce site, de trouver intérêt auprès des entreprises des arts graphiques. Ensuite, c'est donner plus de visibilité au réseau Un Prix France. Et enfin, contribuer au développement de l'image de nos partenaires. Donc, c'est un travail qui a été fait avec toute l'équipe communication d'Un Prix France et qui a été initié en fin d'année 2019 et qui a été mis en ligne dernièrement après un retard de quelques mois lié à un petit virus. Oui, bravo parce que… Mais pas informatique celui-là. Voilà, et vraiment ça va bien compléter notre entretien parce que les missions, les chiffres d'affaires, les adhérents et également les questions que je vous pose, pourquoi vous rejoindre, sont très clairement mis en ligne. Ce que j'aime beaucoup également sur votre site internet, c'est l'approche de pouvoir retrouver l'ensemble de vos adhérents par région ou par nom. Et la simplicité, également la clarté de votre site. Bravo. Concernant les autres actions en cours d'un Prix France. Merci. Alors, les actions en cours, là, on a un sujet d'actualité puisqu'il y a pas mal, je pense que c'est aussi lié au recours au PGE, mais on a pas mal d'arnaques au président qui ont été au moins tentées. Donc là, on va organiser au sein du groupement une intervention par des spécialistes de cette arnaque pour sensibiliser les chefs d'entreprise et former tous ceux qui sont en contact avec cette partie des services comptables ou des services administratifs, de manière à les sensibiliser à cette démarche et à veiller à ce qu'aucun sociétaire ne puisse tomber dans le piège. Vous pouvez nous en dire quelques mots de ça? C'est une action… Vous pouvez nous décrire un peu plus précisément l'arnaque au président? Oui. L'arnaque au président, c'est quelqu'un qui, sous le sceau de la confidentialité, va amener un comptable, généralement, ou un service comptable, à réaliser, soi-disant pour le compte du président, un virement à l'étranger dans le cadre d'une opération soit de croissance externe, soit une opération d'achat de matériel classé sous le sceau de la confidence, va détourner parfois quelques milliers d'euros, mais jusqu'à des centaines de milliers d'euros. D'accord. Donc c'est très très bien fait et ça cause de gros dégâts. Donc on a certains sociétaires qui ont été exposés à cette arnaque. Oui, d'accord. Oui,
La force du réseau, c'est justement de partager ce type d'informations, Oui. pas seulement celle-là. Oui. Mais quand on est en présence d'un cas comme celui-ci, la force du réseau, c'est à la fois de prévenir et puis maintenant de former. Merci. Donc, on va demander à un spécialiste de ces arnaques au sein des banques d'intervenir pour nous en région, auprès des présidents et auprès des comptables, pour nous assurer qu'il n'y ait aucune entreprise chez un prix France qui soit victime de cette arnaque. Oui, c'est une mission importante pour nous chez un prix France, c'est d'accompagner opérationnellement et dans le quotidien le chef d'entreprise. Alors justement, c'était ma question. Quels sont les avantages pour un imprimeur à faire partie d'un groupement comme celui d'un prix France? Vous avez commencé à aborder le sujet. Pouvez-nous développer justement l'ensemble des avantages que peut en tirer ou Aujourd'hui, pour moi, une société qui rentre chez un prix France, on va lui apporter 4 valeurs ajoutées. La première, c'est développer son réseau. Donc, c'est parfois partager aussi des informations confidentielles au sein du réseau, améliorer l'image de son entreprise, parce qu'un prix France a une notoriété, un prix France a une certaine force sur le marché. Et il permet aussi de rééquilibrer vraisemblablement les relations qui existent entre un petit imprimeur ou un moyen imprimeur et les fournisseurs. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est augmenter sa performance, notamment en mutualisant et en négociant les prix avec les fournisseurs. Et là, le service qu'on apporte à l'ensemble de nos sociétaires est, à mon sens, inestimable, puisque on donne la possibilité à un dirigeant de PME de négocier avec quasiment l'ensemble de ses fournisseurs chaque année. Et dans une PME aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun chef d'entreprise qui est en capacité de couvrir cette étendue de négociation. C'est aussi améliorer ses performances en partageant les bonnes pratiques, puisque on a des compétences diverses et variées et des experts au sein de chaque entreprise. Donc, ça permet aussi de beaucoup échanger sur des notions qui sont pour certains nouvelles et pour d'autres très bien ancrées. Ensuite, c'est développer son… Oui, je Pardon ? Non, c'est moi, excusez-moi de vous avoir coupé. Et ensuite ? Ensuite, c'est développer son business quand même. Donc, développer au sein d'un prix France des partenariats, des alliances. Et puis, je pense que le dernier point, c'est aussi permettre aux dirigeants d'affiner sa vision, de l'aider à y voir plus clair dans sa stratégie. D'abord en développant ses compétences stratégiques. Et là, on fait appel à des experts en stratégie. Et puis, disposer d'une veille technologique à travers les journées qu'on organise, qui s'appellent les journées d'innovation. Là, durant la crise Covid, on a organisé avec l'EMCC, qui est un institut européen de coaching et de mentorat, qui a accompagné gratuitement durant le Covid des dirigeants qui étaient dans une situation difficile et qui avaient besoin à un moment donné d'avoir un regard extérieur pour les aider à prendre du recul et à s'impliquer différemment dans la problématique. Donc, c'est des actions qu'on mène régulièrement, de même qu'on a fait des actions de formation et de training managérial avec Crotomer, qui est un organisme de training et de formation des dirigeants qui est assez réputé. Ça, c'est intéressant. Je vois que vous répondez, souvent on parle de la solitude des chefs d'entreprise et dans les actions que vous menez, que vous nous indiquez, c'est vraiment de pouvoir l'accompagner, que ce soit en termes de stratégie, mais également lorsqu'il faut passer des périodes difficiles comme nous avons connues et comme
nous connaissons encore actuellement. J'avais justement cette question, mais vous l'avez en partie répondu. Hein. Je voulais savoir si Imprix France encourageait surtout des alliances hein, lorsque les entreprises sont en concurrence ou des partenariats. Hein, vous nous avez fait part donc, au début, hein, donc en partenariat lorsqu'elles ne le sont pas. Vous êtes plus dans une approche de partenariat et vous faites attention justement au moment de l'adhésion, hein, si je comprends bien, à ce que les entreprises ne soient pas justement en concurrence. Donc ça, c'est pour trouver des synergies et des synergies après par la suite au sein de ces entreprises. Alors ça, c'est une question qui me taraude souvent pour ces groupements. La question est souvent de savoir, est-ce que, mais vous avez en partie répondu, est-ce que ces groupements sont surtout des centrales d'achat ou est-ce que, notamment hein, pour réduire les coûts, l'achat de matières premières, mais ça va au-delà, comme vous fait pas pour accompagner les chefs d'entreprise dans des périodes délicates, mais également en termes de stratégie. Mais je voulais savoir, est-ce que Imprix France favorise également une stratégie collective pour l'ensemble de ces entreprises qui font partie de ce groupement Imprix France? Est-ce que justement Imprix France a une stratégie et est-ce qu'elle est partagée, une stratégie collective entre chacun de ses adhérents? Alors oui, et pour trois raisons. D'abord, l'une des raisons est une raison structurelle. Nos entreprises doivent proposer de nouveaux produits à leurs clients. De la même façon, ils doivent développer leur propre expérience sur quelques clients. On ne peut pas être bon partout, donc je pense que dans les démarches stratégiques, il faut qu'on choisisse les produits qu'on fait en interne et les produits qu'on externalise. Ensuite, il y a une raison conjoncturelle aujourd'hui où la crise sanitaire et les décisions qu'elle implique pourraient venir rompre l'équilibre économique, et notamment avec des confinements partiels. On va se retrouver avec des entreprises qui pourraient fermer et d'autres qui pourraient maintenir leur activité. Et là, on a besoin d'alliances et de partenariats de manière à permettre à nos clients de toujours les servir, même si nous sommes fermés. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est une grande force pour Imprix France et notamment pour ses actionnaires, d'avoir cette solution de backup aux quatre coins de la France et sur des métiers très différents. Ensuite, pour moi, la démarche d'alliance et de partenariat est aussi une raison stratégique, parce qu'aujourd'hui, ces deux formes de contrats sont des prolongements de la croissance externe. Donc, on peut croître par croissance, on peut évoluer par croissance externe, on peut évoluer aussi à l'aide d'alliances et de partenariats, et souvent à des coûts beaucoup moindres. Donc tout cela, nous, on le favorise, on le porte, et on le porte à travers des projets qui réunissent quelques sociétaires, parce qu'à 68, on ne va pas pouvoir le modéliser tout de suite à cette échelle-là. Donc l'idée qu'on a retenue, c'est de travailler par affinité, par cluster, éventuellement par région, de manière à ce que l'expérience des uns et des autres profite à l'ensemble et qu'on développe ainsi nos entreprises petit à petit. C'est intéressant, hein, cette notion de cluster et par région, au plus près également des clients. Le fait également que les comportements de vos clients évoluent, on parle, on remarque de plus en plus de personnalisation, d'individualisation dans les produits. Est-ce que justement cette idée avec Imprix France et d'alliance, de pouvoir travailler en réseau, permet de répondre justement à la complexité de plus en plus grande de ce que vous demandent vos clients? Alors, je dirais que sur le papier, oui. Jusqu'à présent, on n'a pas eu d'exemple concret sur ces notions-là. Certains partenariats ou certaines alliances répondent à des
à cette attente client de réactivité et d'externaliser des process complexes. Pour autant, aujourd'hui, à l'exception de deux ou trois, peut-être deux exemples, je n'ai pas vu de généralisation de ce type de partenariat. À l'avenir, je pense que ça va effectivement Ça va se développer. Se développer. Après, je pense que les tailles d'entreprise qui composent un prix France font qu'on est plus aujourd'hui légitime à servir des PME et des ETI que des grands comptes. Très bien. J'avais deux dernières questions. L'avant-dernière, ce sera quelles sont aujourd'hui les préoccupations premières des imprimeries Imprix France dans ce contexte de crise sanitaire, économique et sociale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point? La première préoccupation, c'est l'activité, puisque on est sur une tendance à moins 25 aujourd'hui, moins 25% d'activité. On s'aperçoit avec la crise Covid qu'il y a eu une accélération des habitudes de communication et notamment un basculement vers le digital encore plus rapide qu'on ne l'aurait vécu sans la crise Covid. Donc ça, pour moi, c'est déjà une préoccupation majeure. Le deuxième point, ça va être l'aspect ressources humaines. On est quand même en présence de collaborateurs qui subissent une situation à la fois financièrement, à la fois, je dirais, intellectuellement, enfin oui, intellectuellement, parce que pas toujours de travail pour tout le monde et à la mesure de ce qu'on pouvait avoir auparavant, et puis des perspectives d'avenir qui sont relativement dans le brouillard. Donc il y a un phénomène anxiogène. Il s'agit de ne pas faire de fausses promesses aux collaborateurs et pour autant de travailler avec eux sur comment rebondir. Alors, dans un premier temps, survivre à la tempête et puis après, comment se reconstruire. Oui. Et donc, c'est aussi le troisième point, c'est l'avenir. L'impact de la crise sur la situation économique est forte et je pense que bon nombre de PGE sont des bombes à retardement pour un certain nombre d'acteurs sur la filière et même dans l'économie globale, puisque ça va fragiliser aussi nos clients. Et puis, il va y avoir un effet ciseau entre la chute d'activité et les niveaux de charges fixes que peuvent avoir certaines entreprises qui, avant la crise, étaient déjà sur la corde raide. Et puis, je dirais que peut-être aussi la troisième préoccupation pour beaucoup d'imprimeurs, c'est de ne pas devenir des cibles dans le cadre de rachat. De rachat possible. Justement, ma dernière question, c'était, comment voyez-vous l'imprimerie à court et moyen terme? Monsieur Bruno Barbier, Bruno, comment vous voyez ça? Ouais. L'imprimerie à court terme, aujourd'hui, je pense que le sujet principal, c'est la trésorerie. La trésorerie qui devait être, je l'espère, pour le plus grand nombre présente avant la crise, mais qui va être un élément essentiel de la survie des entreprises. Encore plus Après, important. Bien sûr, il y avait... oui. La trésorerie encore plus importante aujourd'hui, oui, tout à fait. Ensuite, bien sûr, il y a l'imprimerie à court terme, c'est trouver des relais de croissance et être en situation à la fois de générer une activité qui permette au moins de maintenir les investissements. Et puis après, ce que a enseigné aussi la crise Covid, pour moi, c'est deux choses. C'est l'agilité des entreprises, où, je dirais, à pleine puissance ou en activité normale, ça passe parce que le rythme des commandes permet de
faire face à la situation. En revanche, dans des périodes où l'activité est beaucoup plus limitée, on s'aperçoit quand même qu'il y a quelques points d'arthrose et un manque d'agilité sur certains points. Et après, il y a le portefeuille, pour moi, il y a le portefeuille client aussi, qui doit être très certainement analysé, rééquilibré parfois, parce que il se peut aussi qu'à court terme, le pouvoir de négociation de nos clients se renforce et que certains tirent profit de la situation et également soient dans l'obligation de le faire pour eux aussi survivre. À moyen terme, pour moi, il y a encore la trésorerie qui revient parce que si, comme je l'espère, nous sortons de cette crise vivant, il faudra financer le retour à l'activité. Donc, on va créer un besoin de trésorerie encore plus important qu'aujourd'hui. C'est aussi une concentration du secteur. On est un secteur complètement atomisé. Certaines entreprises n'ont pas capacité à survivre aux investissements nécessaires à l'évolution du marché. Et dans ce contexte-là, pour moi, c'est devenir des industriels en développant la culture clinique. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Monsieur Bruno Barbier, pour cette interview. Vous nous avez donné une très belle présentation de ce groupement, mais également, vous nous avez donné également une très belle vision et un point important du marché de ce que les imprimeries vivent aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Cette interview vraiment très intéressante. Donc, sera sur la plateforme Inquiche, également sous-titrée dans les différentes langues pour que mes collègues également européens, voire internationaux, puissent partager avec les imprimeries également des autres continents. Merci beaucoup pour pour cet échange, Bruno. Merci à vous de porter le message et autant d'intérêt au secteur des arts graphiques qui le mérite bien, je trouve, parce que composé d'hommes et de femmes qui sont passionnés par leur métier et qui ont envie de toujours donner plus à leurs clients et aux consommateurs. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir, merci.